Alors, bonjour. Oui. Écoutez, après toute l'éloquence de mes prédécesseurs ici à ce micro et surtout l'écoute de ce fabuleux Vox Pop, d'ailleurs, je vais utiliser des petits éléments que j'ai retenus pour faire des liens avec les constats que je vais vous présenter plus tard. Ça me fait un immense plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui, d'avoir accepté l'invitation d'Éclore Côte-Nord, dans un premier temps pour vous parler de notre expérience à la commission. Et dans un deuxième temps, avec ma collègue Leslie, pour vous présenter nos constats et nos recommandations. Vous savez, ça a été une grande aventure, hein, la commission, je vais le dire moi aussi une fois, après ça, je dis, la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, ça a été une très grande aventure. Nous, les commissaires, avec toute l'équipe qu'on a travaillé, je veux dire on était 12, mais on avait une belle équipe avec nous, de gens engagés qui ont vraiment travaillé corps et âme après cet appel-là du cœur qu'on a reçu suite bien sûr au drame de la fillette de Granby. Et pour nous, c'est primordial de continuer à partager nos constats, nos orientations, nos recommandations avec le plus grand nombre de personnes possible, et vous en êtes dans la salle, pour faire en sorte que vous puissiez vous sentir soutenu, appuyé, motivé à poursuivre ce travail-là, de travailler au bien-être, à l'amélioration du bien-être des tout-petits. Pour moi, personnellement, ça a été un privilège d'être associée à cette commission-là, autant sur le plan personnel que professionnel. Et pourquoi? Je vous dirais d'entrée de jeu, c'est d'avoir entendu tellement de témoignages sous diverses formes, puis particulièrement les forums qu'on a tenus dans toutes les régions du Québec. On a fait le tour de 17 régions administratives au Québec. On a tenu 42 forums de citoyens et de professionnels. D'ailleurs, ici, à Bécomo, on était venu, deux de nos collègues étaient venus le 13 février 2020. Il y a quand même eu 488 citoyens et 1526 professionnels de la région de la Côte-Nord qui s'étaient présentés au forum. Et ce qui était frappant, c'est de voir la convergence entre les propos qui étaient tenus par le groupe de citoyens et ceux qui étaient tenus par les professionnels. Je vous donne un exemple. Les gens, parmi les citoyens qui se présentaient, nous disaient « On sait que les intervenants n'ont pas le temps de bien nous accompagner. De nous accompagner vraiment, ils sont débordés. » Alors que les professionnels les professionnels, lorsqu'on se déménageait de salle, nous disaient « Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner du temps pour bien faire notre travail, pour bien accompagner nos clients? » Alors, cette convergence-là, elle était frappante et c'est la richesse des propos qu'on a entendus. À part les forums, vous savez, on a reçu énormément de témoignages sous différentes formes. En audition, on était allé à Sept-Îles en novembre 2019, c'est bien ça, sous une tempête de neige d'ailleurs, on s'en souvient. Audition, appel téléphonique, mémoire, lettres, plusieurs personnes qui, d'une part, nous confiaient leur histoire, c'était très émouvant, et d'autre part, nous faisaient des propositions d'amélioration à partir de l'expérience qu'ils avaient vécue. Donc, toute cette richesse-là, ça a fait en sorte qu'on a senti une très grande mobilisation pour travailler au bien-être des enfants. Ce qui est ressorti très fort de toutes ces consultations-là, c'est d'une part mettre l'intérêt supérieur de l'enfant au-dessus de tout. Ensuite, de donner la parole aux enfants. Je vais y revenir plus loin. De travailler en prévention. Déjà, on l'a évoqué beaucoup dans les discours d'ouverture, c'est majeur. D'agir ensemble. De faire circuler l'information. D'humaniser les services en donnant le temps nécessaire à l'accompagnement. De stabiliser les enfants. C'est des éléments qui sont ressortis très, très forts de toutes nos consultations. Vous savez, ça a été un défi de constituer notre équipe de commissaires. On était quand même 12. C'était une première pour une commission d'enquête. Il fallait, à partir de 12 personnes qui provenaient de milieux très différents. Donc, il fallait bâtir notre équipe. Mais avec toute la convergence des propos, des idées, des témoignages qu'on a entendus, je vous dirais que ça a été relativement facile d'en venir à nos constats, de prendre nos orientations et de les traduire en recommandations. Alors, dans le fond, c'est la richesse collective de tout le monde qui nous a permis d'arriver à ce qu'on va vous présenter tout à l'heure, Leslie et moi. Et
En ce sens-là, Éclore Côte-Nord, André l'a invoqué tout à l'heure, Éclore Côte-Nord, c'est vraiment un modèle. C'est vraiment un modèle qui trace la voie de ce qu'il faut faire pour les enfants du Québec. Alors, on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui, cet après-midi. Et ce matin, il est encore le matin, non? Oui. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter nos grands constats. Bien sûr, c'est un résumé de nos grands constats et je vais faire des petits clins d'œil à ce que j'ai entendu tout à l'heure dans le Vox Pop pour voir. Vous voyez, quand je vous parle de convergence, là, vous allez voir qu'on en retrouve beaucoup. Alors, nos grands constats. D'une part, que le bien-être et les droits des enfants doivent être mis de l'avant et protégés dans la société québécoise. On a entendu les intervenants parler d'être à l'écoute des jeunes, d'enseigner la bienveillance. C'est en droite ligne avec ce premier constat-là de faire des jeunes la priorité de notre société. Deuxième constat, la protection de l'enfance, c'est beaucoup plus large qu'un système de protection de la jeunesse. Ça prend un apport de tous les acteurs pour y arriver. Le travail en collaboration, le partage d'informations sont nécessaires. On a beaucoup entendu de propos à cet effet-là dans le Vox Pop, qu'on parle d'une personne qui nous disait comment la confidentialité peut être une alliée et non pas une barrière. Ça, c'est quelque chose qu'on a entendu, là, les barrières reliées à la confidentialité. Une autre personne nous parlait de est-ce qu'on peut réfléchir, une fois que le signalement à la DPJ est fait, est-ce qu'on peut réfléchir à comment on se positionne pour mieux soutenir les familles, continuer et mieux soutenir les familles et partant de là, protéger les enfants. C'est en droite ligne avec ce constat-là qu'on a fait. Troisième constat, la prévention, c'est la clé de la protection. Et le virage prévention n'a jamais vraiment été effectué. On parle d'amélioration des conditions de vie des familles, soutenir les parents, accroître l'accès aux services sociaux de première ligne dans les milieux de vie des enfants. Et encore là, on a entendu des propos à cet effet-là. Une intervenante parlait dans le Vox Pop, parlait de financement de la prévention pour être là quand ça compte. Et non pas arriver trop tard alors que la situation est très détériorée. Une autre personne nous parlait de prise en charge dès la grossesse pour offrir des services aux parents. Une autre personne parlait, est-ce qu'on peut avoir plus d'intervenants sur le terrain pour aller à la rencontre des enfants, aller à la rencontre des parents? Donc, c'est en droite ligne encore là avec ce constat-là. Autre constat, quand les enfants ont besoin de services spécialisés, il faut que ceux-ci soient disponibles, axés d'abord sur l'intérêt de l'enfant, son bien-être, sa stabilité. Quelqu'un nous parlait de santé mentale. Et je vous dirais, quand les enfants ont besoin de services spécialisés, mais aussi quand les parents ont besoin de services spécialisés. Parce que bien sûr, une de nos recommandations, ça a été de prendre en compte la parentalité dans l'accès aux services. Parce que bien sûr qu'un parent qui vit toutes sortes de difficultés personnelles, comment peut-il bien s'occuper de son enfant? Donc, soutenir les parents pour qu'eux puissent bien soutenir leur enfant. Autre constat, il faut mieux aider les jeunes en transition vers la vie adulte. Vous savez, ces jeunes-là, dont on entend parler, qui quittent les services de la DPJ à 18 ans, souvent, trop souvent malheureusement, en situation d'itinérance ou d'instabilité locative, avec des problèmes de santé physique, de santé mentale, de dépendance, etc. Ce sont les tout-petits à qui on n'a pas réussi à donner les conditions de vie, de développement qui leur permettaient de bien grandir, à qui on n'a peut-être pas réussi non plus à bien les ancrer dans une famille solide qui va pouvoir les soutenir tout au long de leur vie. On sait que nos familles, c'est nos ancrages. Alors, il faut mieux soutenir ces jeunes-là en transition à la vie adulte. Il est important d'accompagner les familles, de les mobiliser, plutôt que de recourir à l'intervention d'autorités de l'État dans la vie des familles. Une intervenante dans le Vox Pop, la difficulté à dire le mot, parlait de soutenir et accompagner avec bienveillance. On a été très préoccupés, comme vous tous, j'entends parler depuis tantôt de l'électrochoc de 2017, de cette augmentation constante-là des signalements à la protection de la jeunesse. Encore l'an dernier, le bilan des DPJ, bon là je parle du bilan provincial, là, malheureusement je ne suis pas allée consulter votre bilan régional, parle encore de 12% d'augmentation par rapport à l'année précédente, c'est énorme. En soins, peut-être que ce n'est pas une mauvaise nouvelle, là, qu'il y a eu quelqu'un quelque part qui s'est préoccupé de la situation d'un enfant, mais nous, ce qu'on a constaté par contre, c'est que malheureusement, ces enfants-là, qui ne sont pas tous en besoin de protection, même s'ils sont signalés au DPJ, le relais
vers les services de première ligne ou vers les services communautaires ne se passe pas, ne s'effectue vraiment pas souvent. Alors, comment mieux travailler ensemble? Autre constat, je l'ai invoqué tout à l'heure, les intervenants qui peinent à faire leur travail pour toutes sortes de raisons, pénurie de ressources humaines, charges administratives trop lourdes. Une intervenante, encore là, parlait de mieux soutenir les bénévoles. Bien sûr, les bénévoles sont en première ligne, mais ce sont des gens souvent dans les services de loisirs, dans les sports, etc., qui sont près des enfants. Donc oui, les outiller pour qu'ils puissent écouter la parole de l'enfant, mais en même temps aussi outiller, donner des conditions de pratique aux intervenantes pour qu'elles puissent bien faire leur travail. Et dernier constat qui chapeaute tous les autres, c'est que ces mêmes constats-là, ils sont faits depuis de nombreuses années. On a revisité tous les rapports qui ont été faits depuis la commission Castonguay, si je me souviens bien, et ces constats-là sont faits depuis plusieurs années, toutes ces années-là. Donc, il est vraiment le temps de passer à l'action. Et comment passer à l'action? Ben, c'est ce que André a évoqué tout à l'heure. Comment passer à l'action? C'est de faire du bien-être des enfants un projet de société. Et pour ça, on a établi les ingrédients de ce projet de société-là, d'élaborer, de faire du bien-être des enfants une priorité. Bon, d'une part que, comme société, on se positionne pour une société bienveillante envers les enfants. Qu'on en fasse la promotion et le bien-être des enfants et du respect de leurs droits. Et ça, dans toutes les sphères de sa vie. Pas simplement quand l'enfant se retrouve en protection de la jeunesse, puis la loi sur la protection de la jeunesse leur donne des droits, mais dans toutes les sphères, pour tous les enfants du Québec, qu'on puisse respecter leurs droits. La parole de l'enfant, la participation de l'enfant, la prise en compte de son intérêt, de sa parole. Et ça, on s'est bien positionné à la commission, même pour les tout-petits. Même les tout-petits qui ne parlent pas, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas dire parce qu'ils n'ont pas accès à leur langage verbal, mais ils s'expriment autrement, ces enfants-là. Donc, tenir compte et les écouter. Bien sûr, l'importance de la prévention pour faire en sorte que seuls les enfants qui ont réellement besoin de la protection de la jeunesse s'y retrouvent. Donc, comment? L'importance de la prévention, bien, mettre en place une trajectoire de service à la jeunesse qui regroupe tous les acteurs. On a entendu parler énormément de la commission du travail en silo. Chacun fait son bout de travail, la coordination, les informations ne circulent pas. Alors, il faut en arriver à cette trajectoire de service-là qui est fluide et qui implique à la fois les services communautaires et les services publics. L'importance pour l'enfant d'avoir une famille pour la vie, dans laquelle il se sent vraiment partie prenante, il est vraiment ancré. Cette famille-là qui est engagée auprès de lui pour toute sa vie. Et pour la majorité des enfants, y compris les enfants en protection de la jeunesse, c'est cette famille-là pour la vie, c'est leur famille. Leur famille a probablement besoin de soutien à certains moments dans leur vie, mais pour la majorité, c'est dans leur famille que ça se passe. Mais il y a quand même un petit nombre d'enfants, environ 10%, pour qui ce ne sera pas facile, possible qu'ils grandissent dans leur famille. Bon, la famille est aux prises avec trop de difficultés, les parents aussi. Et pour ces enfants-là, il faut également pouvoir les ancrer dans une famille alternative. La sécurisation culturelle pour les enfants autochtones, parce qu'elle est intimement liée à leur bien-être. Et c'est un enjeu ici, qu'on retrouve beaucoup ici sur la Côte-Nord. Alors, il faut vraiment développer, travailler dans ce sens-là. Offrir, bien sûr, un meilleur soutien aux intervenantes, des conditions de pratique acceptables. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de leadership et d'imputabilité. Il faut accroître ça. Hein? On fait beaucoup, mais comment on peut aller plus loin? Offrir un financement suffisant et bien sûr apporter des changements législatifs qui soutiennent ces orientations-là. Donc, ce sont les ingrédients qu'on a dégagés pour créer une société bienveillante à l'égard des enfants. Maintenant, on va passer plus directement aux recommandations en lien avec les droits des enfants, prévention et collaboration. Donc, respecter et promouvoir les droits des enfants. Je me suis étendue, je vais aller vite. Donc, ça fait référence à notre premier constat là, qui était que le bien-être et les droits des enfants doivent être mis de l'avant, protégés dans la société québécoise.
Vous savez, il y a plus de 1 600 000 enfants au Québec. Ça représente 20 de la population québécoise. Or, les enfants, ils n'ont pas de voix. On parle pour eux, mais on ne leur donne pas souvent la parole. Puis pourquoi ça? Ce qu'on a dégagé, c'est que les enfants, ils ne votent pas. Donc, ils ne représentent pas une force politique. C'est pour ça qu'on a recommandé d'instituer un commissaire au bien-être et aux droits des enfants, dont le rôle serait de donner une voix aux enfants dans l'espace public, de faire rapport à l'Assemblée nationale, parce qu'on l'a vraiment positionné qu'il soit nommé par l'Assemblée nationale, de ce que les jeunes veulent, de ce qu'ils ont besoin, de ce qu'ils expriment, les jeunes. Et on a aussi recommandé un commissaire adjoint destiné aux enfants autochtones, qui serait nommé aux recommandations des communautés, jusqu'à ce qu'une nation ou une autre nation décide elle-même de se doter de son propre commissaire. On a également recommandé, toujours là dans l'esprit de faire respecter et de promouvoir les droits de l'enfant, d'adopter une charte des droits de l'enfant. Une charte, vous savez, c'est important, parce qu'une charte, ça sert de cadre interprétatif à toutes les autres lois qui régissent notre société. Donc, elle énonce des droits fondamentaux, des principes directeurs. Dans cette charte-là, on voudrait y retrouver, entre autres, que le Québec est une société bienveillante pour ses enfants, que leur bien-être est une responsabilité collective, que les enfants sont des citoyens à part entière, ils sont des sujets de droit, qu'ils ont la capacité et le droit de faire entendre leur voix, que leur intérêt doit être au cœur des décisions, oui, individuellement pour chacun des enfants en fonction de leur situation particulière, mais aussi l'intérêt collectif des enfants. Quand on parle des politiques sociales, je vous donnerai peut-être un petit exemple tout récent. On a évoqué la pandémie à quelques reprises depuis le début de la pandémie. Est-ce qu'on a consulté les jeunes face au fait qu'on a fermé les écoles, fermé plusieurs services de garde? Est-ce qu'on a consulté les jeunes sur qu'est-ce qu'ils en pensaient? Ce serait quoi les solutions dans le contexte dans lequel on était? Donc, donner une voix aux enfants. Autre élément, que la punition corporelle, c'est une atteinte à l'intégrité physique et psychologique des enfants, et c'est incompatible avec une société bienveillante. Vous savez, les enfants, ce sont encore les seuls citoyens pour qui la punition corporelle, à travers certaines balises, là, c'est pas n'importe quoi quand même, c'est quand même encore accepté dans la société. Donc, la Charte des droits des enfants ferait l'affirmation que c'est incompatible avec la société bienveillante et que l'identité culturelle des enfants autochtones et des enfants issus des communautés ethnoculturelles, ça doit être préservé. Et la Charte, elle couvrirait tous les enfants du Québec et non pas simplement les enfants en protection de la jeunesse, parce que la loi sur la protection de la jeunesse leur reconnaît des droits, mais la Charte, elle couvrirait tous les enfants du Québec. Et j'y vais rapidement avec notre troisième élément, qui est de réaffirmer clairement les droits des enfants en protection de la jeunesse. Je voudrais vous parler de la réponse à venir jusqu'à maintenant, là, de ce qu'on voit. Bon, la loi sur la protection de la jeunesse, elle a été modifiée. Le projet de loi 15 a été adopté en avril dernier. Il est entré en vigueur dès sa sanction. Pour nous, on avait fait toute une section de notre rapport, on a appelé ça l'annexe législative, sur ce qu'on voulait vraiment des modifications à la loi. Parce que il y a eu plusieurs amendements au fil des années depuis sa mise en œuvre en 1979, et la loi, elle était devenue moins claire, je dirais, moins claire de compréhension et moins claire d'interprétation. Alors, c'est pour ça que l'annexe législative a été développée. On recommandait l'ajout d'un préambule pour renforcer l'application des droits des enfants. Et dans ce préambule-là, on faisait un lien avec la Charte en disant que la loi devait respecter la Charte des droits des enfants, que le recours à la LPJ devait être exceptionnel et ne pas se substituer au service, que la sécurité et la stabilité affective des enfants, c'était des déterminants majeurs pour son sain développement, qu'on devait prendre en compte aussi la notion de temps. Le temps pour l'enfant est différent de celui de l'adulte parce qu'il est en développement. Donc, on recommandait que cette notion-là de temps soit prise en compte et de réaffirmer certains droits des enfants et responsabilités aux parents. Droits des enfants, je vous donne un petit exemple, compte tenu du peu de temps que j'ai. Il y a un article dans la loi qui est l'article 4
qui avait pris des tangentes bizarres là, dans l'interprétation pour les 10% d'enfants dont je vous dis qu'ils ne pouvaient pas grandir dans leur famille et qu'il fallait leur offrir un projet de vie, de famille alternative pour la vie. Bien, souvent, dans l'ancien article 4, ça mettait en opposition l'intérêt de l'enfant avec le maintien dans son milieu familial. Alors, on recommandait de clarifier ça. Et pour les parents, d'affirmer que les parents ont des droits pour leur permettre d'exercer leurs responsabilités envers les enfants. Que les droits des parents n'étaient pas en soi des absolus, mais des leviers pour leur permettre d'exercer leurs responsabilités. Par exemple, ils ont droit à avoir des services de qualité pour les soutenir dans leur rôle. À ce jour, comment on voit sur cette portion-là la réponse qui est apportée par le gouvernement. On a 2 documents sur lesquels se baser. Vous savez, hein, on n'est pas, le gouvernement ne nous rend pas compte là, de ce qu'il fait. Il faut fouiller un peu par nous-mêmes pour voir ce qui se passe. Mais le gouvernement a publié un document autour de l'été passé, pas l'été 2022, l'été 2021, étape de mise en œuvre des recommandations de la Commission, et en a fait un premier bilan au printemps 2022. Pour ce qui est de la charte et du commissaire, dans le premier document, étape de mise en œuvre, il était prévu à l'étape 2. Je dois vous dire qu'il n'y a pas d'échéancier. Donc, nous, étape 2, lancer un chantier sur la charte et le commissaire. Et lors du bilan 2022, c'était la seule mesure, on ne retrouve rien là, concernant la charte et le commissaire. Fait que ça, pour nous, c'est une inquiétude parce que c'était vraiment une recommandation phare de notre rapport. Par contre, je vous l'ai dit, la LPJ, elle a été modifiée en avril dernier, peut-être pas à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité, non seulement peut-être pas à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité, mais quand même, il faut reconnaître des avancées importantes. Principalement, l'affirmation que l'intérêt de l'enfant, c'est la considération primordiale dans toutes les décisions qui doivent être prises. Donc, au-dessus de tous les autres droits et de tous les autres principes de la LPJ, l'intérêt de l'enfant, c'est la considération primordiale concernant les décisions qui doivent être prises à son sujet. Le préambule qui affirme que la stabilité, la sécurité affective des enfants, c'est des déterminants majeurs dans leur bon développement, que la notion de temps doit être prise en compte. Il y a le motif d'exposition à la violence conjugale qui a été maintenant défini comme un motif en soi d'application de la loi sur la protection de la jeunesse. Alors, il y a des modifications législatives. Les règles de confidentialité ont été assouplies. Je vous dirais pas de la façon dont on l'a souhaité. Est-ce que ces règles-là, comment elles seront interprétées pour réellement favoriser le partage d'informations? C'est à suivre, c'est tout récent, hein, c'est entré en vigueur en avril 2022, mais il y a eu vraiment des modifications au niveau de l'assouplissement des règles de confidentialité pour permettre un meilleur partage d'informations. Je termine avant de passer la parole à Leslie. Quelle interprétation sont faites des amendements à la loi? Vous savez, la loi elle a été sanctionnée en avril et dès sa mise en vigueur, dès sa sanction. Donc, à ce jour, à notre connaissance, il n'y a pas de formation qui a été dispensée ni aux intervenants sociaux, ni aux acteurs judiciaires. On parle des avocats, des juges. On sait qu'il y a des formations qui sont en cours de développement, qui devraient être rendues disponibles, on présume, au cours de la prochaine année. Mais pendant ce temps-là, il y a des décisions qui se prennent, il y a des pratiques, des actions qui se posent. Alors, est-ce que, puis vous savez que les décisions, particulièrement les décisions judiciaires qui se prennent, ça trace des voies de jurisprudence. Alors, on est un petit peu inquiet que les modifications à la loi n'ont pas été suivies, comme par exemple en 2006, hein, Denise, tu t'en souviens très bien, on avait eu 1 an pour se préparer à l'entrée en vigueur. Donc, formation, revision des manuels de référence, etc. Donc, là, présentement, c'est en vigueur et, bon, je crois que les intervenants sur le terrain se l'approprient tant bien que mal, mais je crois qu'il va falloir qu'il y ait une convergence dans l'interprétation des modifications pour qu'on atteigne réellement le but recherché. Oui, monsieur. Je passe la parole à vous. Merci, Mme Danielle Tremblay. On est très impressionnés par le travail qu'on ne connaissait pas si bien des 12 commissaires. On peut imaginer d'entendre pendant des mois
des confidences sur la misère humaine, sur difficultés, alors que les professionnels, les gens qui interviennent, veulent tellement bien faire. Cela dit, j'entendais dans les propos de Mme Daniel, un élément qui m'a beaucoup frappé, c'est pas la DPJ qu'on doit avoir en premier. Prévention, dès la grossesse. Je suis pas un savant comme vous autres là-dedans, mais il me semble que c'est clair. Et il y a quelques mois, j'ai trouvé une petite phrase comme ça qui dit « À 16 semaines, il semblerait que le bébé entende la voix de sa mère. Mais une presque certitude, cependant, c'est qu'à 16 ans, il ne l'entend plus du tout. » Madame Leslie Hill, commissaire elle aussi, elle va nous rappeler, elle, les grandes lignes du rapport. Pour l'intersectoriel, la prévention, la promotion, avec l'idée que demain, c'est déjà aujourd'hui. Madame? Merci. Bonjour. Oui. À mon tour de vous saluer et de vous dire à quel point nous sommes heureux d'être ici parmi vous sur la Côte-Nord. D'ailleurs, on a eu une merveilleuse journée hier, puis on a visité plusieurs points de vue spectaculaires sur votre côte. Alors, peut-être juste un petit mot pour vous dire que c'est pas tout le rapport que nous présentons aujourd'hui. On a décidé vraiment de nous consacrer aux 3 premiers chapitres et Daniel a vraiment fait un peu un survol des constats que nous avons faits et a présenté notre premier chapitre sur les droits des enfants. Donc, moi, je vais me concentrer sur la prévention. Je pense que l'Éclat Côte-Nord est concerné par la prévention. C'est ce que j'ai compris depuis mon arrivée, c'est certain. Et l'intersectoriel aussi. Mais c'est possible que je fasse des clins d'œil quand même sur d'autres chapitres au fur et à mesure que je vais vous présenter ça. Donc, j'ai pas vu l'heure, mais j'imagine que j'ai une vingtaine de minutes, M. Hubert. Une trentaine. Je suis gâtée, moi. Hein? Alors, parfait, merci. Elle a eu la même chose. Parfait. Donc, je pense que la première chose qu'il faut vous dire aujourd'hui, c'est que le virage prévention que nous avons demandé n'est pas encore actualisé. Donc, je parle de virage prévention. Virage veut dire changement. Hein? Ça ne veut pas dire juste continuer à avancer tranquillement. Donc, pourquoi nous avons parlé d'un virage? C'est que, là, je vais tester la salle. On a regardé le budget. Là, on est en santé, services sociaux, quand je parle de ceci. Le programme Jeunes en difficulté. Donc, ça, c'est le programme qui finance l'ensemble des services dans un centre jeunesse, mais aussi les services dans les CLSC pour les jeunes et les familles, et le communautaire, pas les OCF. Là, je suis en train de vous mêler d'aplomb, là. Les organismes en santé et services sociaux. Donc, on a regardé ce budget global-là. Quel pourcentage, selon vous, va aux organismes communautaires? 5%. Il y a du monde qui ont lu le rapport. Bravo, vous gagnez une 3e. 7%. 7% du budget global aux ressources communautaires. Et le CLSC, il y a un peu plus quand même. 22, 13. Donc 13%. Donc, il faut juste retenir ici que 80% du budget, 80%, mesdames et messieurs, 4 $ sur 5 vont à la protection de la jeunesse. Donc, c'est pas que je veux pas que les services de protection de la jeunesse soient correctement financés. Les intervenants courts, ils ont besoin de faire leur travail, comme Daniel disait, avec intensité. Donc, et c'est normal que des services spécialisés coûtent plus cher. On peut dire la même chose de n'importe quoi. Les spécialités en santé physique, ça coûte plus cher que les médecins de famille, par exemple.
Mais il reste que 80% du budget, là, de l'autre bord de la clôture de la prévention, c'est pas ça qu'on a besoin de voir au Québec. Donc, on a besoin de financer nos services spécialisés correctement, là, on est tous d'accord avec ça. Mais si on veut vraiment prévenir, si on veut être présent dans les milieux, si on veut rejoindre les gens là où ils sont, si on veut s'assurer d'aller dans le bout des rangs et dans tous les villages, puis s'assurer que personne ne soit oublié, ben c'est pas avec 13% du budget que le CLSC va faire ça, puis les organismes communautaires encore moins. Donc, il y a quelque chose à faire pour le financement d'activités qui vont vraiment agir au bon moment, c'est-à-dire de façon le plus naturelle possible dans les milieux de vie des personnes. Donc, je commence avec ça, je suis même pas sur mon PowerPoint, je fais ça des fois. L'autre chose que je voulais vous dire sur ça, c'est tout ce que vous voyez à l'écran, c'est pas vraiment du neuf. Donc, il y a du monde qui vont dire, oh, la commission est pas bien inventive. Dans le fond, ils brassent toutes les affaires qui existent déjà. Mais c'est parce qu'au Québec, même si on chiale et même s'il faut renverser la vapeur sur la prévention, on a un filet social. C'est très important de prendre conscience de ça. On est une société progressiste au Québec. Donc, quand on se compare à d'autres, en termes de grimper le mont Everest, on n'est pas dans le camp de base. On n'est pas au sommet non plus, mais on est en quelque part sur la montagne quand même. Je vous donne un exemple. Les politiques sociales et familiales que nous avons, le plan de prévention en santé publique, la politique de la prévention en santé, je devrais dire, les allocations familiales, les congés de paternité et de maternité, les services de garde éducatifs. Honnêtement, moi, j'ai regardé ce qui se passe dans les autres provinces, puis on a des services de garde éducatifs à l'enfance très intéressantes, c'est très bien développé. C'est un bijou. Camille Bouchard va dire que c'est un bijou au niveau international et même au Canada. Donc, on a des assises. C'est important de prendre connaissance de ça. Maintenant, on disait tantôt, les rapports des dernières 40 années disent de faire ce virage-là en prévention. Donc, les solutions sont connues, puis on peut faire mieux, puis on peut aider les gens davantage d'une autre façon en transformant un peu nos façons de faire. Donc, on a décidé, nous, à la commission, de miser sur ce qui est là déjà, puis d'essayer de le consolider, puis d'aller un peu plus loin. Puis c'est important de comprendre ce thinking-là, parce qu'on a eu ces discussions-là. On a demandé d'instaurer la déclaration de grossesse. Pourquoi? Parce que, et je ne sais pas si c'est comme ça en Côte-Nord, mais il y a des régions, notamment Montréal, où il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de suivi de grossesse. Elles n'ont ni médecin, ni sage-femme, et on les interpelle, on les intercepte. Je suis anglophone, hein, en cas que ça n'avait pas... en cas que vous n'avez pas remarqué ça avant. On les intercepte pas avant la fin de leur grossesse, certaines femmes. Ça n'a pas de bon sens. Pourquoi ça n'a pas de bon sens? Bien, parce que la grossesse, c'est le moment privilégié dans la vie des familles pour apporter des changements, pour proposer des services pour certains, mais juste des informations santé pour d'autres, pour que les bébés à naître aient le plus d'opportunités possibles de naître et grandir en santé. Donc, on a besoin de rejoindre les femmes enceintes, les familles, les papas en devenir et de leur donner le soutien qu'ils ont besoin. Après ça, rendre accessible des cours prénataux à l'ensemble des futurs parents et des cours prénataux de qualité. Donc, ça, c'est à revoir un peu. Puis, c'est dans les plans d'action en santé publique. Puis, c'est du contenu
dans plusieurs cas qui n'est pas renouvelé ou bien qui n'est pas gratuit. Il y a des régions que c'est pas gratuit. Ça. Donc, on a décidé de vraiment mettre un petit emphase là-dessus. Restaurer les conditions d'efficacité du programme CIP, bien honnêtement, puis je ne sais pas s'il y a des gens de la santé publique dans la salle aujourd'hui, mais est-ce que vous êtes là, santé publique? Quelques personnes. Ben, bonjour. C'est beaucoup les directeurs de santé publique, quand ils sont venus nous parler, qui nous ont convaincus qu'il fallait faire quelque chose pour renforcer les CIP. Parce que les CIP étaient en dérive. On regardait cette situation-là où les budgets étaient là, mais les services n'y étaient pas. Donc, est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à rejoindre les familles? Est-ce que c'est parce que les budgets vont ailleurs? Mais il y avait vraiment un enjeu au niveau des services intégrés en périnatalité et petite enfance pour les gens qui ne savent pas c'est quoi c'est, mais c'est vraiment pour des familles un petit peu plus à risque qui ont des enfants 0,5 ans. Après ça, le programme universel de soutien parental, qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, ça n'existe pas. C'était ça notre point. Ce qu'on voulait souligner, c'est un parent qui a un peu de misère, là, il ne sait pas où se tourner au Québec. Puis là, on ne parle pas de parents en super misère. Qui ici est parent? Qui, à une journée ou à une autre, s'est dit, hey boy, j'ai de la misère? Donc, où est-ce qu'ils se tournent les parents qui ont un peu de misère, qui ont besoin d'informations, qui traversent une période difficile? Mais ça n'existe pas au Québec, ce programme universel où on pense à offrir de l'aide à l'ensemble des parents qui peuvent avoir besoin. Puis là, je vais vraiment sortir une bébête rare, là, selon un principe d'universalisme proportionné. Les boys. Ben, tout ce qu'on veut dire, c'est universel, c'est pour tout le monde, mais il faut graduer puis ajouter un niveau de soutien supplémentaire le plus qu'on rencontre des parents avec des difficultés plus importantes. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Là. Donc, vraiment organiser les services, par exemple, avec ça en tête, c'est avoir une base pour tout le monde, donc des cours prénataux, etc. Mais être conscient que dans notre société, il y a des familles qui ont plus de difficultés pour toutes sortes de raisons et que nous devons être au rendez-vous pour les aider également. Tonino Esposito, est-ce que vous le connaissez? Chercheur, ami, je l'adore, Tony. Il fait beaucoup de recherches qui prouvent très éloquemment quelque chose qui est d'une évidence pour chacun dans la salle ici, c'est que le plus que c'est un enfant dans une communauté aux prises avec des problèmes économiques, socio-économiques, mais le plus que tu as la probabilité d'être pris en charge en protection de la jeunesse. Est-ce que ça veut dire que les parents qui vivent dans des situations de pauvreté, c'est les pires parents? Ils sont souvent signalés, ces enfants-là, pour un motif de négligence. Mais es-tu négligent comme parent ou t'es pauvre? Est-ce que tu as besoin de service ou est-ce que tu as besoin d'être signalé? Je veux dire, en quelque part, il faut se poser ces questions-là comme société et accroître nos actions dans des milieux qu'on sait, il y a une concentration de familles qui ont besoin peut-être d'un petit coup de main supplémentaire pour s'en sortir. Il faut aussi lutter contre la pauvreté. C'est comme une évidence crasse, mais il faut se le répéter. Hein, tout ce qu'on peut faire pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, mais forcément, ça va faire partie de la solution à mettre de l'avant. Là, c'est moi qui risque de prendre du retard, donc je vais arrêter de jaser. Les parents qui ont des problèmes de santé mentale et de dépendance, on ne peut pas les laisser croupir sur des listes d'attente d'un an. Puis ce qu'on a vraiment vu, c'est que la parentalité n'est pas considérée quand c'est le temps de prioriser des dossiers. Donc, même si la madame est monoparentale puis vit avec 2 bébés de moins de 5 ans,
elle attend sur une liste d'attente en santé mentale. Ça n'a juste pas d'allure. On peut-tu se le dire que ça n'a pas d'allure? Donc, il faut dispenser les services en fonction de l'existence d'enfants dans ces maisons-là, dans les familles. Mais là, on sort de quelque chose, hein, nos stylos, tu sais, c'est un individu, madame, monsieur, qui attend, etc. Non, c'est une famille qui attend. C'est une famille avec des petits bébés qui sont peut-être à risque parce qu'on ne donne pas les services, qui sont en plus demandés par la mère dans plusieurs. Donc, ça, c'est important. Les programmes d'intervention en négligence jaillissent ce nom-là en passant. On s'est doté de beaucoup de non plus intéressants que ça à travers les régions du Québec, mais il reste qu'on vise une clientèle en plus grande difficulté qui sont à risque de signalement. Mais on a vu vraiment que c'est pas déployé de façon égale à travers le Québec. C'est même pas les mêmes bases théoriques, scientifiques, programmes qui sont utilisés forcément. Donc, on a vraiment demandé qu'ils fassent l'inventaire, qu'ils essaient d'évaluer, qu'ils essaient d'intensifier. Les organismes communautaires. Qui est du communautaire? Ah, yes! Le communautaire sort toujours en force. Donc, c'est merveilleux de voir ça. Mais vous avez vu que nous avons demandé en fait, c'est décembre 2019, on a demandé d'aider les organismes communautaires familles. Dans un premier temps, on trouvait que ça n'avait juste pas de sens. Que les gens soient obligés de choisir entre est-ce que je fais réparer mon toit ou est-ce que je coupe des services. Là, ça n'a juste pas d'allure, ça. Donc, on a demandé un financement de base et on est arrivé avec les autres organismes dans les recommandations finales pour vraiment essayer de mettre une emphase sur ce tissu social dont le communautaire fait forcément partie centrale. Donc, c'est très important de dire ça. Le 7%, c'est insuffisant. On peut se dire ça. Et vous faites des miracles avec. J'espère que vous vous applaudissez. Okay. Les services en CLSC, honnêtement, là, c'est à cause de la manière qu'on le compte, le 30 jours pour avoir accès à des services, tout ça. En fait, on dit pour avoir un premier service, donc les gens arrivent, ils ont une demande, puis en dedans de 30 jours, quelqu'un les rappelle pour les remettre sur une liste d'attente. Et le monde attend. D'une région à l'autre, c'est différent, mais il reste que l'attente est juste spectaculairement mauvaise et ça fait qu'il y a des gens qui n'ont pas de service quand ils en ont besoin. Donc, les intervenants de la DPJ sont souffrants et les intervenants dans les CLSC le sont également parce que, honnêtement, pour faire le virage nécessaire, il faut renverser le 80% d'un bord et le 13% de l'autre, là. Ça ne peut pas fonctionner pour faire le virage nécessaire. Puis les CLSC, le malheur de cette affaire-là, c'est qu'ils vont donner des services aux gens qui demandent, puis ils ne seront pas dans les rues pour aller chercher les gens qui sont les plus en besoin, parce qu'honnêtement, ils n'ont pas de temps. Puis quand tu n'arrives même pas à donner les services au monde qui est là, bien, tu ne vas pas nécessairement faire des publicités. Venez-vous-en, là, on a plein de places pour vous. Donc, il y a quelque chose de vraiment important là. Mettre en œuvre des guichets de proximité, ça, c'est juste pour faciliter l'accès, dans le fond. Rejoindre les enfants qui bénéficieraient le plus d'un service de garde éducatif. Je parlais tantôt du fait que nous avons un réseau de services de garde extraordinaire, mais le constat qu'on fait, c'est que ce n'est pas nécessairement les enfants qui ont le plus besoin qui ont accès. Puis là, je parle d'enfants dans des milieux socio-économiquement défavorisés, par exemple. Il n'y a pas autant de CPE dans ces communautés-là, dans ces quartiers-là. Donc, on a fait ce constat-là. On a aussi fait le constat que les enfants immigrants, puis je vois Chantal Laverne dans la salle, les parents immigrants, ou en fait, les enfants immigrants
à cause de la communication, aurait vraiment avantage de pouvoir aller dans un service de garde éducatif, puis n'ont pas nécessairement accès non plus pour toutes sortes de raisons. Alors, le ministère de la Famille est est parti avec un devoir de notre part de regarder comment il va faire en sorte que les enfants qui n'ont pas accès puissent avoir accès. Et dernier petit picot, à ne pas négliger, c'est le soutien dans les écoles. Est-ce qu'il y a des gens des écoles ici? Ah, super. Donc, ce qu'on a constaté tout simplement, c'est le CLSC va presque plus dans les écoles. Ça, c'est prouvé par nos statistiques. Ça avait baissé 45% des interventions dans les écoles dans les 5 années que nous avons regardées. Mais les psychologues scolaires disaient, oublie ça, là, je fais juste des évaluations pour faire des cotes, puis ils ne donnaient pas de service aux enfants. Donc, on a fini par constater qu'il y avait eu des coupures de services dans les écoles, que les enseignants étaient débordés, que les psychologues étaient débordés à faire des évaluations, que les TS des CLSC n'étaient plus là, puis que les enfants, ben, ils séchaient. Excusez-moi, là, mais c'est un peu ça le constat, hein? Je le mets un peu brutalement, mais c'est un milieu de vie idéal, l'école, pour rejoindre non seulement des enfants en détresse, mais des familles aussi, pour leur donner un peu de soutien. Quand on parle d'aller dans les milieux de vie, mais c'en est une par le fait même. Donc ça, c'était ma grande diapo, en fait. L'autre, vous allez voir que c'est plus petit. Mais qu'est-ce qui a été fait depuis? Je pense qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a des affaires en cours. Est-ce que c'est les bonnes affaires à la bonne hauteur? À vous de juger. On va avoir des ateliers pour en discuter, justement. Mais il y a eu des choses. Donc, je ne vais pas tout lire ça, mais vous allez voir que le ministère a pris les recommandations, le ministère de la Santé et des Services sociaux, mais famille et éducation aussi, ont commencé à regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Il y a eu des cartes de référence de fait, des investissements, notamment dans les services, les programmes en négligence dans les CLSC. Dans les CIP aussi, je n'ai pas parlé des investissements, mais il y a eu des ajouts de ressources humaines. Et on a aussi évidemment soutenu les organismes communautaires familles. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Même si ce n'est pas tout à fait à la hauteur que nous avons demandé, c'est quand même un investissement intéressant que nous avons vu de ce côté-là. Et dans les réseaux de services de garde éducatifs aussi. Donc, à nous, collectivement, de voir c'est-tu les bonnes affaires ou il y a d'autres affaires qui doivent être faites. Mais on va laisser ces discussions-là à nos ateliers. Pour l'intersectoriel, je ne peux pas mettre assez d'emphase là-dessus. On parle de silos, on parle de personnes qui interviennent en linéaire un après l'autre au lieu de travailler de façon concertée ensemble. Mais peu importe l'image que nous allons prendre, le constat est le même et les gens venaient nous le dire. Témoin après témoin après témoin dans la commission des écoles, des services de garde, du communautaire, même de la DPJ disait on travaille en silo. À un moment donné, on avait le goût de dire, ben, si ça vous dérange tous à ce point, pourquoi vous travaillez en stylo? Donc, nous faisons un constat comme ça, mais c'est tellement difficile de s'en sortir, on dit. Puis je pense que c'est parce que les gens sont tous poignés en quelque part. Hein? T'es poigné avec tes financements, tes redditions de compte, ta mission. Tu ne devrais pas être poigné avec ta mission, mais les missions sont complémentaires. Mais on dirait que les gens ne veulent pas mettre leur pied à côté de leur mission, soit pour ne pas piler sur les plates-bandes des autres, ou tout simplement parce qu'ils sont tellement débordés qu'ils se contentent de faire ce qu'ils ont à faire eux-mêmes. I don't know. Mais il faut arrêter. Ça, je peux vous le dire. Puis c'est pour ça que pour nous, Éclore Côte-Nord, c'est comme une bouffée d'air frais, puis c'est pas juste l'air du fleuve. Là. Vous avez vraiment commencé quelque chose d'extraordinaire. Là, vous n'allez pas me croire, là, vous allez taper comme mot extraordinaire. Mais je peux vous assurer qu'on n'a pas vu ça en nulle part ailleurs. On a entendu du monde, puis il y a quelques places qu'il y a des belles initiatives qui commencent.
M. Leroy en a parlé un peu tantôt. Mais il reste que voir des gens dans une même salle, du municipal, du communautaire, des écoles, le cégep qui nous reçoit si gentiment, des élus, vous avez quand même mobilisé des gens importants qui peuvent faire une différence. Donc, bravo. Bravo à vous pour ça. Donc, il faut continuer ça. Et c'est pas mal ça qu'on a dit, puis on a écrit sur vous autres. Pour dire, peut-être les autres devraient aller voir ce qui se passe là-bas, parce qu'ils ont l'air d'avoir une recette. Donc, peut-être qu'on n'a pas toujours l'idée qu'on a tous les ingrédients nécessaires, mais vous avez toute une recette. La coordination des services, tous les intervenants sont venus nous dire, ben c'est lourd, faire des plans d'intervention, pas de temps, des PII, PSI, ben, on se perd dans nos lettres, hein. Puis, comme directrice avant là, d'être commissaire, je disais toujours au monde, lâchez donc les papiers, là. L'important, c'est que le monde s'assoie ensemble avec la famille pour faire un plan, là. Après ça, oui, consigné par écrit en quelque part, là, pour qu'on s'en rappelle, mais on a tellement mis d'emphase et insistance sur les formulaires qu'on a perdu l'essence de la patente, qui est de s'asseoir ensemble, travailler ensemble pour aider les gens. Avec les gens, hein? Pas pour les gens, avec les gens. C'est un peu ça l'idée de ça. Donc, peu importe la formule, il faut revenir à une coordination de services plus saine autour des enfants pour avoir cette réponse coordonnée-là. Puis c'est sûr qu'il y a des enfants et des parents qui doivent faire appel à plusieurs types de services. C'est très compliqué pour eux. Cogner sur les portes et se buter à des murs, je dirais, là. Quand les portes ouvrent, c'est pas pire quand tu cognes, mais quand tu butes sur un mur, ça fait mal en maudit. Mais il y a beaucoup de parents qui sont venus nous dire « Je sais pas où me tourner », avec des enfants handicapés, avec toutes sortes de difficultés personnelles. Il faut simplifier ça pour les parents. Donc, on sait, encore une fois, on a misé sur quelque chose d'existant. Parce qu'on s'est dit, on ne va pas réinventer la roue, mais il y a des affaires qui existent, mais on ne les a pas exploitées suffisamment. Donc, les équipes d'intervention jeunesse, ça devait être ça. Mais c'est jamais tout à fait devenu ça, par exemple. On a demandé de bonifier, de vraiment assurer les ressources nécessaires pour que les gens puissent se concerter. Et de généraliser les bonnes pratiques de concertation. Il y a toutes sortes de belles affaires qui se passent, hein. Vous avez des ateliers, je vois mes amis de Montérégie-Ouest dans la salle, par exemple, Isabelle Andréane. Vigilance, c'est un projet de quartier extraordinaire à Valleyfield. Il y en a ailleurs, il y en a en Outaouais, il y a des gens le Siam à Québec. Il y a beaucoup de belles initiatives, mais ils sont rarement évalués et généralisés pour que d'autres régions puissent peut-être adapter, puis avancer ensemble. Donc, essayer de les généraliser. Les aires vertes, c'est je dirais, un exemple de concertation de services tous sous un même toit. Je sais qu'à cette île, vous avez une aire verte. Quand on est allé, on a eu beaucoup de témoins qui ont fait référence aux aires vertes. Donc, c'est quelque chose qui a l'air à avoir poigné chez vous, puis ça fonctionne bien. Mais tant mieux, c'est ça qu'on veut, dans le fond, au Québec, c'est de voir comment on peut travailler ensemble. Puis tous les exemples sont bons. L'idée, c'est d'avoir différents acteurs qui se concertent autour d'une famille au lieu de la famille qui cogne à toutes les portes autour de tout. L'échange d'informations, je sens brasser M. Lévesque qui va là. Ça va, il dit ça. OK, c'est bon. Mais ça, c'est vraiment un frein très majeur, la confidentialité. Hein? Puis quelqu'un a dit, puis je pense qu'elle a quitté pour un moment, la dame qui était assise. Elle est là. Mais elle disait, ça serait le fun que ça serve l'enfant, que ça serve la pratique au lieu d'être un frein. Mais c'est tout à fait vrai. Puis honnêtement, là, est-ce que je suis enregistrée?
Non? Oui. Je vous invite à la délinquance. Je pense qu'il faut être un peu délinquant dans la vie, là. Je dis pas enfreindre toutes les règles des autres professionnels, mais tabarouette, là. Je pense qu'on est capable de demander aux familles, êtes-vous d'accord? Tu sais, les intervenants venaient me voir, oh, je peux pas rien dire, la loi sur la protection de la jeunesse, puis je demandais toujours en premier, mais avez-vous demandé sa permission? On peut mobiliser le monde, c'est possible de mobiliser le monde. Il faut qu'ils sachent, en tout cas, pensez à vos informations à vous, là, à part Internet ou TikTok, je lisais un matin, là, ils ont toutes mes infos personnelles pareil. Mais c'est sûr qu'on ne veut pas que tout le monde sache tout de nos vies privées. Est-ce normal? Oui. Mais si je sens que les gens sont vraiment bienveillants puis ils veulent parler ensemble, peut-être pour m'aider à trouver des solutions pour que ça se passe mieux pour moi, c'est bien rare le monde qui vont dire non. En tout cas, moi, je dis pas non dans ce temps-là. C'est sûr que j'ai l'air à simplifier. C'est sûr que quand la DPJ débarque dans ta vie, là, ben, t'as le poil raide sur le cou, puis c'est des moments très difficiles. Mais en même temps, c'est des moments pour mobiliser le monde dans l'action. Tu sais, il faut profiter des fois d'une crise, d'une fenêtre d'opportunité pour dire aux gens, mais on veut pas que ça se passe difficilement pour vous. Je sais que c'est dur. Mais est-ce que vous êtes d'accord que je parle avec la garderie de votre petit, avec l'école? Est-ce que vous souhaitez qu'on s'assoie ensemble? Puis si on travaille la plupart du temps, pas tout le temps, mais souvent, on va y arriver. Tout est dans la poche aussi. Je vais juste prendre 1 minute sur le milieu scolaire et les services sociaux parce que c'est assez criant qu'il y a un problème là. Il y a un problème de communication, il y a un problème des fois de vision sur les mêmes situations et il y a un problème au ministère aussi. Je vais vous dire que on a entendu le ministère de l'Éducation, puis on a entendu le ministère de la Famille, puis on a entendu le ministère de la Santé et des Services sociaux, puis on posait pas mal les mêmes affaires, là. On n'est pas fous, hein? On essayait de voir est-ce qu'ils vont répondre les mêmes affaires. Mais les gens ne voient pas les affaires de la même façon. Puis, ils ont mis en place des politiques interministérielles, mais puis ça a même découlé dans des plans régionaux, MES, en tout cas. Vous savez de quoi je parle, j'imagine. Mais sur le terrain, ça a-tu changé de quoi? Les gens disaient, on se rend compte depuis, c'était 2013. Ouais. Depuis 2013. Puis ça commençait à peine là, sur le terrain à jaser. Donc là, je généralise. Je suis convaincue qu'il y a des régions qui font mieux et d'autres un peu moins. Mais il y a un constat que si l'école et les services sociaux ne travaillent pas ensemble, là, c'est où le milieu de vie d'un enfant de 5 à 17 ans là, qui passe la plupart de sa semaine à part la maison. Donc, il faut qu'ils travaillent ensemble. Donc, il y a vraiment un défi, un enjeu à la concertation, puis à dépasser les barrières des missions de chacun pour le bien-être des enfants et des familles. Puis c'est encore plus vrai dans des coins où les familles vivent des difficultés importantes, puis c'est encore plus vrai quand il y a beaucoup d'immigrants dans une école, parce qu'on sait que les parents immigrants, ils viennent ici, leur projet de migration, c'est souvent pour le bien de leurs enfants. C'est pour ça qu'ils s'installent ici. Donc, ils valorisent l'école, les parents immigrants. Puis, ils vont à l'école, puis c'est souvent très dur de les pogner autrement. Pas qu'on veut les pogner, on s'entend, là, mais on veut les intercepter, surtout s'ils ont besoin de nous. Pas tout le monde qui a besoin de nous, là. Mais il faut trouver ceux qui ont besoin, par exemple. Parce que les gens qui ont le plus besoin, ils ne viennent pas vers les services facilement. Ça vous surprend? Pas vraiment, hein? Donc, cette capacité de reaching out, d'aller vers les gens dans leur milieu de vie, là, c'est tellement important.
Donc là, ça doit être presque la fin, là. Donc, 1 minute, je termine. Donc, qu'est-ce qu'on a vu à ce jour? Ben, on a vu quelque chose de très intéressant, là. Le premier, moi, j'étais vraiment contente de lire qu'on était pour investir de l'argent pour déployer des travailleurs de proximité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les modifications législatives, Daniel en a discuté, mais je l'avais mis là surtout à cause de cette partie qui est d'assouplir les règles de confidentialité. Puis, il y a quand même des services sous le même toit, des services intégrés, ces modèles-là qui sont en déploiement au Québec. Donc, en conclusion, avant de me faire lancer en bas du stage, On n'avait pas vu le format. on ne va pas se battre devant la salle quand même. On ne sait pas qui va gagner. Donc, on peut dire qu'il y a des affaires qui se passent. Moi, je suis quelqu'un qui aime rendre justice à César, ou en tout cas, je ne sais pas comment dire ça exactement, mais je peux pas dire qu'il se passe rien, là. Vous avez vu, il y a un bilan, il y a des actions en cours qui découlent directement de notre rapport. Il y a des annonces, puis ce qui est dur, c'est de trouver toute l'information. Parce que, tu sais, je donnais une conférence avec Chantal la semaine passée, puis c'était dans le cadre de Espace Parents, qui est une superbe initiative, hein, en passant, pour les familles immigrantes. Et j'essayais de voir nos recommandations sur les communautés ethnoculturelles. Est-ce qu'il y a eu un suivi à ça? Mais c'est pas dans le bilan du ministère de la Santé et des Services sociaux. J'ai été voir dans toutes les annonces du MIFI dans la dernière année, puis j'ai trouvé 4 affaires qu'ils avaient faites là, pour donner suite à nos recommandations. Donc, c'est dur de suivre ça. Mais je peux vous dire qu'il y a des affaires qui se font. Donc, il y a la publication du bilan du MES, mais il faut qu'on soit à l'affût pour regarder ailleurs, comme je viens de dire. Parce que le ministère de la Famille avait fait ses annonces aussi, hein, plus tôt dans l'année, là, en fait assez récemment. Puis, c'est important d'évaluer la portée des mesures, mais il y a un comité de suivi public qui essaie de s'organiser présentement pour être capable de faire ça. Mais je nous invite tous à la prudence parce qu'il faut en parler dans nos milieux, dans nos régions, garder ça vivant, puis s'assurer qu'on n'oublie pas qu'on a quand même une assise. On ne prétend jamais que notre rapport a pensé à tout, là. Le mandat était trop large. Mais je pense qu'il y a assez de stock là-dedans pour prendre l'assise, là, puis faire avancer les affaires. C'est surtout à ça que je vous convie. Les enfants retiennent tellement peu d'attention dans l'espace public que ça prend les alliés, vous, nous, pour faire avancer leur cause en attendant le commissaire, parce qu'on attend encore cette annonce-là. Et je termine encore en disant que le virage prévention nécessaire, là, à ce stade-ci, malheureusement, mon constat, c'est que c'est pas au rendez-vous. Donc, c'est un peu plate comme fin de présentation, hein, quand même, là. Mais c'est un peu à ça que nous sommes conviés, hein, comme acteurs de la société civile, là, de garder ça vivant puis d'y croire à cette prévention-là. Parce que c'est tellement facile, c'est ma dernière phrase pour là, de débarquer dans la vie d'une famille là, avec une loi d'exception. En fait, c'est pas facile, mais c'est probablement plus difficile de s'organiser pour arriver au bon moment dans leur parcours, là, pour amener une différence notable qui va aider les enfants à ne pas passer leur vie à surmonter leur enfance. Je vais retenir cette phrase-là. Merci, monsieur.